Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui M. Gaston Mabungu, écrivain et homme politique. Bonjour M. Mabungu. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc vous êtes sur le plateau African TV et nous sommes en direct donc, pour les téléspectateurs. Donc face à la caméra, présentez-vous à nos téléspectateurs. Chers téléspectatrices et téléspectateurs, je suis honoré de pouvoir me présenter devant vous en tant qu'écrivain prolifique, originaire du Congo-Brazzaville, homme d'église, homme politique, qui a un souci profond, celui d'apporter à la communauté noire mondiale une participation ou un grain de sel, n'est-ce pas, dans l'évolution de l'homme noir sur notre planète. Et donc, nous allons passer un moment certainement identiquement africain et afro-caribéen, parce que c'est cela la ligne éditoriale que je voudrais vous présenter. Nous en parlerons et voici, je suis très honoré d'être reçu aujourd'hui par Karasouli et je crois que c'est déjà très merveilleux de pouvoir vous rencontrer. Merci beaucoup, donc, pasteur. Donc, Gaston, vous avez déclaré que vous êtes écrivain prolifère. Donc, c'est le moins que l'on puisse dire. Vous avez écrit 160 bouquins. 162 exactement. 162, et dont le dernier et le suivant dont on va parler. Donc, un livre extrêmement riche, mais très, très politisé. Alors, vous avez écrit donc, ce livre au courrier à l'ambassadeur d'Haïti en France. Donc, pourquoi ce titre? Justement parce que j'ai un souci profond de pouvoir voir élevé dans la configuration politique du monde et surtout par rapport au nouvel ordre mondial en passe d'être établi actuellement. Je voudrais que l'Afrique, les hommes et les femmes africains puissent apporter véritablement ce qu'il y a de bon à ce monde en train de s'écrouler. Vous comprenez que nous avons l'Orient et l'Occident en pleine bagarre politique, géopolitique et autres, mais nous avons nos propres problèmes de développement dans nos pays. Et donc j'avais rencontré l'ambassadeur d'Haïti ici, je crois que c'était au moment d'Ariel Henry. Et donc nous avons discuté avec l'ambassadeur et son équipe de la problématique haïtienne. Moi, je suis au milieu des Haïtiens. Mon épouse est française, guyanaise, mais mon collaborateur et mes collaborateurs nombreux sont des Haïtiens. Et donc, nous avons à cœur de pouvoir présenter, n'est-ce pas, le plan de Dieu pour l'Afrique. Or, quand on dit le plan de Dieu pour l'Afrique, c'est le plan de Dieu pour l'homme noir en ce moment actuel. Et donc, dans la parole de Dieu et dans nos travaux politiques, nos ouvrages politiques et la recherche, n'est-ce pas, de la solution pour Haïti, nous avons pensé qu'il faut impulser la conférence nationale souveraine en Haïti. Le seul programme populaire, public, qui pourra faire que les solutions soient trouvées en Haïti. Parce qu'aujourd'hui, alors que nous sommes en train de parler, les problèmes en Haïti, ce ne sont pas seulement les gangs, mais il y a le délabrement social, politique, économique, éducatif. En fait, la vie est devenue impossible en Haïti. Pendant que nous étions en train de discuter avec le diplomate, lui était en train d'appuyer la solution sur, n'est-ce pas, les Kenyans qui devraient y arriver. Je lui avais très bien signalé, monsieur l'ambassadeur, vous pourrez prendre une armée de 100 000 hommes, envoyés en Haïti, la question ne se résoudra pas tant que vous n'êtes pas capable de prendre à bras le corps les besoins de la population. La création des emplois, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté d'agir. Tant que vous ne permettez pas à l'haïtien et à l'haïtienne de faire la politique, tant que vous ne brisez pas ce conflit entre Haïti continental et Haïti de la diaspora, vous ne parviendrez pas à résoudre les problèmes. Mais Haïti aujourd'hui, donc le problème haïtien, depuis que les Duvaliers ont quitté le pouvoir, Haïti n'a jamais été stable. Exactement. Juste un passage donc, du pasteur qui était au pouvoir à un moment donné, mais après Haïti connaît jusqu'à présent cette instabilité. Oui, près de 40 ans d'instabilité. Est-ce que vous croyez que aujourd'hui, donc, la conférence nationale que vous prenez et qui avait été connue en Afrique dans les années 90, donc vous pensez que c'est la seule
solution pour pouvoir sortir Haïti de cet engrenage. Exactement, mais il y a plus. Il n'y a pas que la conférence nationale souveraine telle que nous l'avons réussi. D'ailleurs, il faudrait reconnaître qu'il n'y a que le Congo-Brazzaville, mon pays à moi, et le Bénin qui ont pu réussir leur conférence nationale souveraine de A à Z en réussissant de démettre Mathieu Kérékou pour le Bénin et Denis Sassou Nguesso pour le Congo. Donc, nous avons travaillé beaucoup plus aux faiblesses de la conférence nationale souveraine, parce qu'il y en a eu en prenant l'exemple du Congo et du Bénin. Et nous avons trouvé qu'il faut adjoindre à cela 24 points les plus importants qui doivent être mis sur la table, de telle sorte qu'on puisse faire émerger une vraie expertise de la problématique haïtienne et trouver les leviers de résolution de la crise multidimensionnelle dans laquelle Haïti est empêtrée et associer toutes les couches politiques, associatives, n'est-ce pas, à la résolution de cette problématique. En fait, ce que nous sommes en train de proposer, c'est un système législatif ad hoc. Parce qu'il faudra prendre des députés, c'est comme ça que je les appelle, parce qu'en effet, il faudrait bien qu'ils puissent être capables de présenter toujours un projet à une contrée donnée dans les villes, dans les agglomérations, dans le milieu rural, apporter l'expertise du mal et proposer les solutions à toutes ces problématiques. Et puis, il faudra bien que les personnes qui vont, n'est-ce pas, présenter leur projet puissent être validées par la population qui devra se reconnaître. Mais il faut que la communauté internationale aide Haïti à mettre en place cette conférence nationale souveraine. Il y a toujours ce mal et cette erreur de penser que c'est la communauté internationale qui doit valider cela. Aujourd'hui, par exemple, c'est ce qu'il se passe. Nous devons commencer par nous-mêmes afin d'être capables, avec les richesses et les 14 millions d'Haïtiens, de pouvoir trouver la solution. La communauté internationale ne peut qu'être d'accord lorsqu'il voit que nous nous élevons véritablement, parce qu'aujourd'hui, on doit le comprendre. Tant qu'un pays veut être un poids pour la France, pour le Canada, pour les États-Unis, pour la Russie, pour la Chine, il n'y aura pas de développement parce qu'eux-mêmes, ils ont des gros problèmes. Chine, États-Unis, Russie, Europe, ils ont de gros problèmes à régler, donc nous devons nous lever. Haïti doit se lever avec ses intellectuels, avec ses politiques, avec ses hommes d'église. Ils doivent savoir que le pays est malade, il faudrait nous rassembler. Parce qu'aujourd'hui, chacun est en train de tirer la couverture Haïti de son côté avec ses mini-solutions. Le problème, c'est qu'il faudrait rassembler toutes ces mini-solutions pour qu'elles prennent corps. Si les mini-solutions ne sont pas rassemblées, on est en train de perdre du temps à Haïti, alors que nous savons que les gangs sont en train de saccager la population, la famine, la soif, la maladie et autre chose. Ces grosses difficultés insurmontables ne peuvent être résolues que quand le peuple s'unit. Quelle est la devise de Haïti? L'union fait la force. Eh bien, il est temps de pouvoir faire cette union qui fasse la force pour sortir Haïti. Voilà, mais cette union, c'est la classe politique haïtienne qui n'arrive pas à s'entendre. Parce que la classe haïtienne, effectivement, sont une classe illégitime. Vous savez que Ariel Henry a été chassé et le conseil présidentiel de transition a été mis sans l'approbation de la population. Ils sont en train de cavaler ainsi, ils ont écrit une constitution à eux, alors que la conférence nationale souveraine a dans les 24 points, après le rassemblement de toute la population, la latitude de pouvoir, premièrement, élaborer une conférence nationale souveraine, redynamiser les institutions d'Haïti, imposer l'interdépendance des institutions en Haïti, et le plus fort que tout le monde doit réussir par ce que nous appelons un conseil de réconciliation nationale, il faut associer les gangs, il faut associer le pouvoir en place, il faut associer l'opposition haïtienne, il faut associer la société civile haïtienne, les individualités en Haïti. Nous, moi, par exemple... Est-ce que l'Église aussi doit jouer un rôle? L'Église fait partie de la société civile. Et donc, la plus grosse partie de la société civile dans un État, c'est l'Église. Enfin, je voudrais bien parler des États africains hein, et même des États latino-américains. C'est l'Église la plus grosse société civile. Parce que les conférences nationales en Afrique, c'était l'Église qui était l'arbitre.
Oui. Voilà. Par exemple, chez nous au Congo, on a pris un monseigneur. Et la même chose aura eu lieu au Bénin. Ils ont trouvé que les hommes d'église, l'église est au centre, n'est-ce pas, de notre village. L'église est au centre, c'est-à-dire donc il faut aussi en Haïti prendre un homme d'église pour arbitrer, pour diriger cette conférence nationale. Je pense que ça serait une très bonne idée d'aller dans ce sens. Mais au préalable, voilà pourquoi moi j'ai interpellé les enfants de Dieu. Quand je dis les enfants de Dieu, c'est que j'interpelle l'Église. L'Église doit aider l'homme intellectuel et l'homme politique à pouvoir s'entendre et régler les problèmes en Haïti. Donc la participation de l'Église est fondamentale. Et cette Église, elle est nationale et diasporaïque ou diasporique. Donc il faudrait qu'il y ait un lien entre l'Église de Haïti et l'Église de toutes les diasporas européennes, américaines, même africaines, de telle sorte qu'on trouve premièrement une indignation de l'Église vis-à-vis de l'État haïtien, c'est-à-dire l'État actuel. Dire nous ne pouvons pas continuer avec ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'il y a une présidence tournante en Haïti en ce moment et ça, ce n'est pas gage de stabilité. Non, parce que cette manière d'agir à la Suisse n'est pas possible pour un pays où il y a un tremblement de terre socio-économico-politique et militaire. Vous comprenez? Ce sont les nations en stabilité qui peuvent faire une plaque tournante au niveau de la direction. Mais quand vous avez un pays où, pas seulement le tremblement de terre de 2010 dont je suis en train de parler, mais l'ébullition, le manque de stabilité politique et socio-politique qu'il y a aujourd'hui, faire une plaque tournante n'est rien d'autre que se maintenir au pouvoir, empêcher la population de prendre la décision politique dans la nation, ne pas ouvrir le champ de la création des emplois, ne pas ouvrir le champ de la revalorisation éducative, parce que nous avons ce problème en Haïti, nous l'avons aussi en Afrique. Notre éducation est faite par l'Europe, et ce n'est pas bon. Donc vous comprenez, dans cet ouvrage, que non seulement que j'ai parlé à l'ambassadeur, mais j'ai parlé symboliquement à la haute personnalité haïtienne. Et parce que je m'adresse à la diaspora et je m'adresse à la communauté haïtienne sur place, qu'il est temps de se lever dans la non-violence, comme Indira Gandhi, comme le Mahatma Gandhi, comme Desmond Tutu avec Rolilala Nelson Mandela, comme les grandes personnalités, Martin Luther King. Martin Luther King, exactement, c'est lui que je cherchais. Vous comprenez que nous avons aujourd'hui affaire à cette réalité politique-là. Donc, si vous voyez que dans cet ouvrage politique, bien sûr, il est aussi religieux, c'est parce qu'il y a une connotation. L'ambassadeur a dit, nous les intellectuels, nous les hommes politiques, nous essayons de réfléchir pour trouver des solutions à la crise haïtienne. Mais nous n'avons pas de réponse. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je lui ai dit tout simplement, c'est parce que c'est l'intelligence de votre corps. C'est parce que c'est la sagesse, la politique, l'intellectualisme de votre corps qui agit. Mais le vrai problème, c'est l'homme intérieur haïtien. L'homme intérieur haïtien est esclave de son corps. Donc, vous êtes dans l'esclavage parce que vous avez intellectualisé, vous avez politisé, c'est que nous vous faisons confiance. Nous vous faisons confiance à tel point que nous croyons que vous avez posé toutes les questions possibles et que vous n'avez pas trouvé de réponse. Donc, selon vous, tout n'a pas été essayé pour sortir Haïti de ce... Ils ont tout essayé, sauf la révolution des mentalités. La révolution des mentalités est une affaire intérieure à chaque Haïtien. Il faut que chaque Haïtien rentre au-dedans de lui. Il faut que chaque Haïtien fasse un pas derrière pour mieux sauter. Et cela, ça se fait avec les principes religieux. Je ne voudrais pas entrer dans le conflit moderne que l'on est en train de trouver aujourd'hui, où ceux qui pensent que la religion a échoué, ou ceux qui pensent que c'est parce que la religion n'est pas mise en avant que rien ne marche. Moi, je suis en train de parler de l'homme intérieur, parce que chacun de nous a une âme et un esprit. Et c'est quand on va chercher la force intérieure, dans son fort intérieur, que l'on peut être à mesure de pouvoir relâcher prise. Parce que ce qui ne va pas, c'est quoi? Ce sont les égos.
Vous voyez, aujourd'hui, cette proposition sur la seconde conférence, sur la conférence nationale haïtienne est faite depuis près de 10 ans. Mais quelles sont les batailles que nous avons trouvées? On a trouvé même des journalistes qui nous ont dit « Non, nous ne sommes pas d'accord parce qu'il y a des textes de la Bible dans votre expression politique. » C'est pour cela, oui, c'est de gros journalistes. Et c'est pour cela que si vous allez très bien voir, il y a ici, n'est-ce pas, j'ai pris les photos du monde politique français en train de régler la problématique entre Israël et la Palestine, ici en France. Vous les voyez là? Il y a un imam et vous le voyez, il y a un rabbin. Quel est le problème que nous, Africains, nous puissions avoir avec la laïcité? Nous devons être clairs. La laïcité, elle est européenne. C'est le fruit de leur lutte entre l'Église et la politique au XVIIIe et XIXe siècle. Quelle est la part que nous, Africains, quelle est la part que Haïti, quelle est la part que les pays latino-américains, les pays afro-caribéens ont dans la laïcité française, européenne? Quelle est cette part? Remarquez les États-Unis. Aujourd'hui, on peut parler de l'évangile dans les lieux de travail et dans toute l'administration, selon Trump. Ce n'est pas une révolution parce qu'ils jurent sur la Bible lorsqu'ils prennent le pouvoir. Et les États-Unis ne se développent-ils pas? Donc le problème n'est pas une question de laïcité. Nous devons aujourd'hui impacter notre monde, nos nations, avec nos propres matériaux et selon ce que nous sommes. Je prends l'exemple de mon pays, le Congo-Brazzaville. Nous sommes à 95% chrétiens, 3% musulmans et 2% c'est les autres religions traditionnalistes ou tout consort. Vous n'allez pas faire de la politique dans le pays alors que ceux qui sont au pouvoir sont dans la franc-maçonnerie, des rosicruciens et dans tous les occultismes. Vous n'allez pas dire, population, nous ne voulons pas que vous fassiez de la religion et de la politique parce que nous sommes laïcs. Ben, si nous sommes laïcs, vous, pourquoi vous faites de la magie? Pourquoi vous faites de l'occultisme? C'est de la religion, la magie. Oui. Alors, effectivement, en parlant de Congo-Brazzaville, donc vous êtes originaire du Congo. Oui. Donc, il y a eu la conférence nationale souveraine dans ce pays. Hein, en 1991. Justement. Donc, mais c'est toujours le même président qui est là. Nous avons pu renverser le monopartisme de 13 ans de Denis Sassou Nguesso. À la conférence nationale souveraine, nous avons pu régler ce problème et nous avons élu le président Pascal Lissouba, lequel a écouté, n'est-ce pas, 3 mémorandums faits par la conférence nationale souveraine de 1991. 1. La commission des biens mal acquis. 2. La commission des assassinats politiques en temps de paix. On parlait de 3000 personnes mortes en temps de paix. 3. La commission de l'exfiltration des masses financières du Congo vers l'étranger. Ces 3 commissions devaient aboutir. Et à la fin du mandat de Pascal Lissouba, le verdict devait être rendu. Dans le verdict, Denis Sassou Nguesso et son ami de Elf, Congo et la France, n'est-ce pas, sachant qu'ils seront incriminés, ils ont fait un coup d'État de 6 mois pour renverser Pascal Lissouba. Voilà que Sassou Nguesso est revenu au pouvoir. Donc actuellement, nous avons une forme de démocratie monarchique. Il faudrait bien que le dictionnaire puisse le retenir. Parce que depuis 4 élections, il n'y a que lui qui passe au pouvoir. Changeant la constitution, et nous avons dans le pays l'institution exécutive qui écrase les 6 autres institutions. Il n'y a pas d'interdépendance institutionnelle. Voilà pourquoi le pays s'écroule. Ce visage politique que je viens de dépeindre, c'est celui-là qu'il y a en Haïti. Parce que le comité présidentiel de transition ne fait absolument rien. Le Sénat n'existe plus. Je ne sais même pas s'ils sont en accord avec les oppositions. Est-ce qu'ils contactent la société civile haïtienne pour qu'on en arrive au fait qu'il y ait des gangs qui ont divisé le pays en 2? C'est malheureux. Dans nos pays, tant que ceux qui ont au pouvoir se veulent un ennemi intérieur qu'ils voudront mater, alors que l'ennemi intérieur, c'est
une frange, une partie de la population d'un pays, le pays ne peut jamais être en paix. C'est la même configuration au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Quand vous avez une partie de votre population qui est ennemie à la classe au pouvoir, le pays ne se développera pas. Il faudrait du courage politique pour rassembler ceux qui sont considérés comme ennemis par ceux qui sont au pouvoir, de pouvoir s'assembler à l'arbre à palabre pour régler les problèmes. Et dans notre cas, c'est la conférence nationale souveraine en Haïti, la seconde conférence nationale souveraine plus 24 au Congo-Brazzaville. C'est la proposition et c'est ça le fruit de cet ouvrage dont nous sommes en train de parler. Alors, donc, dans le livre, vous avez écrit « Pourquoi l'Afrique croupit-il misérable sur ses richesses ?» Donc, c'est une question qui revient souvent, lancinante. Et qui a été résolue dans un ouvrage intitulé « Pourquoi l'Afrique croupit-il misérable sur ses richesses ?» publié chez Edilivre. Le livre existe chez Edilivre. Nous avons un problème en Afrique. C'est que nous ne savons pas ce que nous sommes. Je vais parler de l'Afrique subsaharienne. L'Afrique subsaharienne est subdivisée en deux races, si je dois l'appeler ainsi. Il y a les Couchites et il y a les Sémites. Seulement, sur le plan mondial, on pense que les Sémites, ce sont les Blancs. Mais il n'y a rien de Sémites, de Couchites ou de Japhétites qui soient blancs, jaunes ou quoi. Parce que quand on parle de Sem, Cham, Japheth, ce sont tous des Noirs. Les premiers Sémites, Couchites, Japhétites sont tous des Noirs. Sur notre terre, toutes les populations proviennent de la race noire. C'est lorsqu'il y a eu en Irak, à Bagdad, n'est-ce pas, la dispersion de la tour de Babel en 1940 avant Jésus-Christ, que les Noirs se sont éloignés dans la zone intertropicale pour aller dans les zones tempérées et froides, que ces populations-là ont commencé à devenir blanches, jaunes et rouges en passant par une période transitoire albinoséique. Tout ceci est développé aussi dans cet ouvrage. Donc aujourd'hui, nous, moi qui vous parle, je suis un juif noir. Vous n'allez pas le contester. La parole de Dieu écrite le démontre. Vous comprenez? Et donc aujourd'hui, pourquoi l'Amérique va s'écrouler? Mais c'est parce que l'Amérique ne finance que le budget d'une partie d'Israël. Notre frère, l'Israël blanche. Mais pourquoi il ne finance pas l'Israël noire, qui est la plus nombreuse? Pourquoi il ne finance pas les Tibétains, qui sont les Israélites jaunes? Pourquoi il ne finance pas une partie des Indiens et les Amérindiens de l'Amérique latine, qui sont les purs juifs rouges, vu le mouvement de la parole de la malédiction de Moïse contre Israël, au travers duquel nous avons le Deutéronome 28, 15 à 68, qui nous démontre très bien le mouvement du peuple juif en Afrique et dans comment on appelle, l'esclavage, la traite négrière, le commerce triangulaire, la colonisation. La parole de Dieu nous présente très bien ce mouvement-là. Voilà vous avez également dit que Dieu a un plan pour les Noirs. Exactement. Dieu a un plan. C'est quoi ce plan? C'est qu'aujourd'hui, la décolonisation ayant eu lieu 400 ans après les 400 ans, n'est-ce pas, de l'esclavage, il fallait que nous puissions créer 5 États fédéraux en Afrique. L'Afrique maghrébine, l'Afrique du centre, l'Afrique du sud, l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest. Et dans la parole de Dieu, parce que ces regroupements sous-régionaux que nous avons aujourd'hui sont représentés par des villes, il y a une ville de désolation. Donc comprenez la puissance de la parole prophétique quand Ésaïe parle dans Ésaïe 19. Ésaïe a parlé 800 ans avant Jésus-Christ. Il ne savait pas qu'il y aura, au 7e siècle après Jésus-Christ, Ifrika ben Ifrika, un sultan musulman qui va s'accaparer et commettre le plus grand génocide de l'Afrique maghrébine qui était encore noire à cette époque. Donc le prophète Ésaïe appelle la ville de la destruction, c'est-à-dire la contrée maghrébine.
Donc ce plan c'est de fédérer ces C'est de zones. créer 5 États fédéraux en Afrique. Ça, c'est le plan de Dieu. En ce moment où on est en train de parler de créer un super État pour que l'Afrique se développe. Ça, il y a un groupuscule de panafricains qui parlent de cela. Moi, la réponse que je leur donne, c'est qu'il y a un plan de Dieu, vous n'allez pas le contrer. En contrant le plan de Dieu, nous subissons tout ce que nous sommes en train de subir dans nos pays. Regardez, aujourd'hui, l'Afrique pèse autant que la Chine et l'Inde en population. Mais l'Inde, rien que l'Inde, c'est la même superficie que la RD Congo. La Chine, c'est la même superficie que l'Afrique centrale ou l'Afrique australe ou l'Afrique orientale ou l'Afrique du Nord. 9 millions de kilomètres carrés. En Afrique, nous en avons combien? 30 millions. Donc, ce n'est pas parce que vous allez rassembler tous les Africains que ça deviendra l'État le plus puissant. Bien au contraire. Pourquoi vous avez parlé aussi également dans le livre La malédiction de l'homme noir? La malédiction de l'homme noir, elle est très simple. C'est qu'en 1450 avant Jésus-Christ, le prophète Moïse regarde Israël. Israël, au commencement, est une nation composée d'Hébreux. Donc la parole de Dieu, Exode, chapitre 12, 37 à 38, dit il y avait 600 000 hommes pouvant porter les armes. C'est-à-dire que les Hébreux noirs étaient au nombre de 600 000 hommes. Il s'est ajouté des peuples de plusieurs races en ce temps-là qui étaient partis chercher la vie en Égypte, comme nous venons chercher la vie en Europe ou en Amérique. Et c'est ce peuple-là que Dieu va appeler Israël dans le désert d'Arabie. Donc Israël est un peuple multiracial à forte dominance noire. Le cas de figure moderne, c'est l'Afrique du Sud, où vous avez 75% de Noirs et 35% d'autres peuples. Donc l'Afrique est conçue ainsi. Cette Afrique-là, il faudrait reconnaître sa véritable position pour qu'elle puisse abandonner les fausses interprétations de la parole de Dieu et qu'elle revienne à la force d'une nation, se reconnaître et se développer en comptant sur soi. Mais pourquoi on a donc la malédiction? Cette malédiction, c'est que dans la parole de Dieu, il est très bien décrit les étapes de la malédiction. La malédiction, en fait, elle a eu lieu pas seulement pour les Noirs, mais même pour les Juifs blancs, les Juifs jaunes et les Juifs rouges. Et elle a été libérée autour de 1960. Pour les Blancs, c'est la Deuxième Guerre mondiale qui a pu libérer cette malédiction. Donc la malédiction là parlait, 1, de l'esclavage, 2, de la traite négrière, 3, du commerce triangulaire, de la colonisation et de la fin de la malédiction. La fin de la malédiction devait intervenir exactement comme le Dieu l'a prouvé par les prophètes de l'Ancien Testament. Parce que c'est autour de 1960 que cela a eu lieu. Le Congo, notre pays, a été conquis par les Européens en 1550. Vous ajoutez 400 ans, nous sommes pile poil selon le programme de Dieu. Donc cette malédiction était là et elle a réagi comment? Les effets, vous les connaissez. Esclavage, commerce triangulaire, colonisation, même néocolonialisme, nous avons trouvé cela. Et les descriptions dans la parole de Dieu sont des descriptions réelles. L'une des plus grandes descriptions, nous n'avons pas le temps de concocter le livre, c'est qu'on dit que au malheur qu'il y aura dans ton pays, il n'y aura personne pour venir t'aider. D'autres disent, le jour où vous marcherez à l'aveuglette. C'est ce qu'il est en train de se passer aujourd'hui. Regardez nos nations, disons ça. Pourquoi on ne trouve pas la solution de se rassembler et d'avancer? Pourquoi se faire les guéguerres pour ne pas se rassembler? Oui. Alors, donc, vous avez dit aussi engager la population à faire de la politique. Est-ce qu'à votre avis, la population ne fait pas assez de politique? Non, la population ne fait pas de politique. Parce que quelle est la politique que la population fait? C'est d'aller aux élections. Mais les élections sont un piège, n'est-ce pas? Qu'on nous fait vivre pensant que nous sommes en train d'entrer dans la démocratie,
alors que c'est le maintien des pouvoirs dictatoriaux par les Occidentaux qui tiennent qu'il y ait de la déstabilisation chez nous pour qu'ils puissent continuer de voler les matières premières du sol et du sous-sol et de pouvoir arracher à nos populations notre capital humain si jeune. Regardez les politiques lâches des Européens en rapport avec la question de la résolution de l'immigration clandestine. Ils ne veulent pas régler cette problématique parce qu'ils savent qu'il y a une fuite des cerveaux de nos pays en Afrique, de nos pays en Haïti, pour venir ici en Europe parce qu'ils savent que nous, quand on arrive ici, il faut que je travaille 10 fois plus qu'un Français de naissance pour réussir. Et quand je réussis, ça fait vraiment de la réussite, ce qui avance nos pays. Vous allez comprendre que dans la science, la technique et la technologie, ici en France, beaucoup de têtes, 40% de la réussite scientifique, technique et technologique sont faites par des Africains. Vous comprenez? Donc c'est une richesse que les gens ne veulent pas abandonner. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas que nous réglions nos problèmes nous-mêmes. Oui, alors donc vous avez parlé aussi un peu de la succession du président Denis Sassou Nguesso au Congo, en parlant de son fils Denis Christel Sassou Nguesso, qui est pressenti... que moi je pressentais. Voilà, remplacer son père. Oui, parce qu'en ce temps-là, c'était en vogue, n'est-ce pas, dans la configuration politique de mon pays. Mais l'eau a coulé sous les ponts. Aujourd'hui... Donc ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, c'est plutôt un autre. Les Congolais ne seront pas d'accord. Mais il y a un autre qui seront d'accord. Parce que s'ils ne sont pas mûrs, ils accepteront Willy Nguesso. Parce que Willy Nguesso, aujourd'hui, est devenu pasteur. C'est là la grosse problématique. 1, il est un Nguesso. 2, il est pasteur. 3, il a refusé que son parti puisse fusionner avec le PCT et apparenté. Donc pour nous, les Congolais, on pense que c'est vraiment un homme intègre. Et on ne va pas chercher la véritable chose. Ces hommes intègres-là, s'ils sont intègres, ils doivent ramener dans le pays les masses financières qu'ils ont pris et volées, spoliées. Mais tant qu'ils ne le font pas, ce n'est pas des hommes intègres. Mais malheureusement, comme nous ne sommes pas mûrs politiquement, eh ben, on va l'acclamer et il va passer au pouvoir. Oui, mais il peut y avoir un autre qui n'est pas Nguesso. Pour qu'on en arrive à un autre qui n'est pas Nguesso, il faut véritablement que nous puissions impulser la politique. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible qu'il y ait un autre qui ne soit pas un Nguesso. Tant que Sassou est encore vivant, il sera impossible qu'il y ait un autre Nguesso qui prenne le pouvoir. Mais s'il mourait, alléluia, on pourra penser à cela. Sinon, telles que les choses sont faites avec, nous avons près de 50 généraux et la moitié, c'est la tribu Mboshi, la tribu de Sassou Nguesso. Vous n'allez pas être sûr que quelqu'un peut lui arracher le pouvoir avec ce parterre de généraux en sa faveur. Oui, donc la révolte, la prédation du continent, vous croyez qu'encore à la tête des pays africains, il y a des prédateurs, il y a encore? Oui, il y a des prédateurs. Moi, je les appelle les colons nationalistes. En fait, le colon blanc a été remplacé par le colon noir. Et le système tel que le blanc l'a mis en pratique est mieux populaire que le système actuel parce que dans chacune de nos nations, que ce soit en Afrique, que ce soit en Haïti, 1, l'État n'existe plus. 2, il n'y a pas de politique de création d'emplois. 3, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. 4, les soins de santé primaires n'existent pas. 5, l'éducation est détruite. Le tribalisme? Le tribalisme règne à 100%, non, disons à 1000%. Est-ce que vous pouvez avoir un développement dans un tel cadre? Donc, le colonialisme a été remplacé par le colo-nationalisme. C'est pourquoi la réponse au colo-nationalisme, c'est rassembler tous les Congolais, rassembler tous les Haïtiens pour que les Haïtiens voient, les Congolais voient qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il faut faire. Et accompagner la solution que tout le monde va trouver. Parce que pour nous, dans le cadre de notre pays, les 3 commissions avaient bien, les mémorandums étaient là, mais il n'y a pas eu d'accompagnement. Il y a eu en plus de cela relâchement. Donc nous avons travaillé. J'ai un autre ouvrage peut-être que nous allons parler qui est intitulé « Mouvement de conférence nationale ». C'est l'internationalisation des mouvements de conférence nationale. Est-ce que Gaston est optimiste dans ce cas
pour le devenir de l'Afrique? Je suis à 100% optimiste parce que nous allons prendre le pouvoir et le remettre à nous. Nous va prendre le pouvoir, le remettre à nous. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Les gens peuvent penser que ça ne se passera pas, ça va réussir. Pourquoi? Mais parce que, regardez la participation de chacune de nos diasporas. N'est-ce pas? Avec un dégagisme jusqu'au boutiste des dictateurs qui ne faiblit pas. C'est un point. Mais il y a aussi une autre frange de la population qui s'élève, qui propose les bonnes propositions pour régler nos crises multidimensionnelles. Ça réussira. Mais des fois, quand il y a un président qui s'en va, un autre qui le remplace et qui fait pire. C'est là le problème. C'est parce que la population n'est pas impliquée dans la politique du pays. Quand on parle de la politique du pays, il y a une chose peut-être qui vous a échappé, mon ami. La Constitution doit être élaborée par la population. Les 7 institutions d'une nation doivent être interdépendantes avec une puissance supérieure pour l'institution judiciaire. Ça, nous sommes bien capables de pouvoir le faire dans n'importe quelle nation parce que nous avons des juges, nous avons des avocats et autres agents du système judiciaire qui brillent en Europe, qui brillent en Amérique, qui brillent en Asie. Donc c'est la volonté politique populaire qui manque. Et cette volonté-là, c'est les individualités qui doivent la faire ressurgir. Parce que les oppositions sont biaisées. La société civile dans nos pays sont effrayées. Le pouvoir exécutif tend à pouvoir se maintenir comme un pouvoir à vie. Donc sans l'action des individualités pour réveiller tout le monde, comme des alerteurs de conscience, rien ne va se faire. Or, les alerteurs de conscience sont en train de se réveiller tant en Haïti qu'en Afrique. Aujourd'hui, nous avons des présidents qui sont en train de nous montrer la voie. Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Tiani, vous comprenez? Bolingui, Guéma. Oui, à ceux-là, vous faites confiance. Moi, je ne fais pas encore confiance à eux. Parce que moi, ma confiance est que ce soit au Mali, tout ça, qu'il n'y ait plus de terreau dans un coin avec un pouvoir militaire qui dit « moi, je travaille pour le peuple ». Ibrahim Traoré, Tiani, qui d'autres doivent se réconcilier avec leur opposition armée. Ça, c'est le mouvement de la conférence nationale souveraine. C'est le dialogue. Ça, c'est le parole d'un pasteur. Ça, c'est-à-dire le dialogue. Vous prenez le dialogue. Exactement. Mais vous dites, c'est... Bon, soyons vrais. Nous sommes en train de suivre Desmond Tutu. Vous pensez que Rolihlahla Nelson Mandela a réussi lui-même? Il a réussi grâce à l'archevêque anglican Desmond Tutu. Nous sommes en train de suivre ce pas. Nous sommes en train de suivre le pas de Martin Luther. Nous savons qu'aujourd'hui, il faudrait que nous nous lévions. Et donc, nous devons rassembler nos populations. Donc, Jésus a dit, un royaume divisé va se détruire. Nos pays sont divisés. Ils sont en train de se détruire. Donc, le dialogue et pas de violence. La non-violence pour réussir les conférences nationales souveraines. Très bien. Alors, donc, on me signale à la régie qu'on arrive au terme de l'émission, très passionnante. Et donc, je vais vous donner en 2 mots le mot de la conclusion. La conclusion, c'est que je m'adresse à la diaspora haïtienne. Je m'adresse aux autorités haïtiennes. Je m'adresse à l'ambassadeur d'Haïti de me recevoir, moi, en tant que contributeur avec cet ouvrage, pour lequel j'ai apporté la réponse à la question posée par l'ambassadeur Josué, qui n'est plus ambassadeur aujourd'hui. Nous voulons que vous puissiez vous impliquer dans le rassemblement de la diaspora française, européenne, américaine, pour trouver la solution à ceux qui sont au pays. Parce qu'au pays, ils ne peuvent pas mieux réfléchir que nous qui sommes en liberté en Europe, en Amérique ou en Afrique. Voilà le message que j'ai à apporter. Et en plus, il faudrait bien ma participation parce que ça concerne le plan de Dieu pour l'Afrique. Qui dit plan de Dieu pour l'Afrique dit plan de Dieu pour l'homme noir. C'est bien développé ici. Nous ne pouvons pas extraire cela de ce livre de 400 pages en 30 minutes, mais déjà,
je suis heureux pour mon ami Karasoli et Africa 1 qui a pu me recevoir et me permettre de m'exprimer afin que l'espoir renaisse pour Haïti, pour l'Afrique et pour le monde. Eh bien voilà, belle conclusion, monsieur Gaston Maoumougou, courrier à l'ambassadeur d'Haïti en France. Donc voilà ce livre, vous pouvez vous en procurer à l'Harmattan. À l'Harmattan, sur Amazon, ou moi-même, 06 79 81 10 84. Voilà, donc vous êtes aussi sur les réseaux sociaux, donc ce livre très complet, très politique, très politisé également, donc vous pouvez le retrouver. Et on a, comme il l'a si bien dit, on n'a pas beaucoup de temps pour pouvoir parler de l'ensemble du livre, mais c'est un livre extrêmement riche que vous pouvez donc acheter, lire, et il y a énormément d'idées et également la solution. Donc je vous remercie, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Vous voyez qu'aujourd'hui, donc le cadre de l'émission Afrique 1 a changé. Donc on a mis les images de l'Afrique, Pasteur, donc, monsieur l'écrivain, monsieur Gaston. Donc vous voyez que ce sont des images de l'Afrique, des grandes capitales d'Afrique. Donc on voit quand même que ça bouge, que ça change, que l'Afrique se développe énormément. Donc aujourd'hui, nous allons faire découvrir à nos téléspectateurs des grandes capitales d'Afrique et leur développement. Donc je vous conseille encore une fois d'acheter ce livre, d'aller vous procurer de ce livre. Donc c'est un livre très bien fait. Je vous souhaite une excellente soirée sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Je remercie la régie avec Faisal Sidiki. Je remercie également le PDG de la chaîne Hamzatage. Et je remercie les téléspectateurs d'avoir suivi cette émission une fois en direct aujourd'hui. Donc, et je vous souhaite une excellente soirée sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique.